L'élection présidentielle au Bélarus le 9 août 2020 a propulsé ce pays de l'Est de l'Europe sur le devant de la scène en raison des manifestations de masse qu'elle a déclenchées et de la répression sans précédent qui a suivi. Mon invité est le premier représentant de l'administration d'Alexandre Loukachenko à avoir accepté de répondre à Euronews depuis le début de la crise. Monsieur le ministre des Affaires étrangères Vladimir Makey, bienvenue. Merci d'être avec nous. L'administration à laquelle vous appartenez a été accusée d'atteintes massives et systématiques des droits de l'homme à la suite de l'élection présidentielle controversée de l'an dernier. J'étais à Minsk et j'ai vu la répression brutale contre les manifestants qui étaient descendus dans la rue pour dénoncer une élection volée selon eux. Les Nations Unies ont condamné la réponse de votre gouvernement et indiqué que les Bélarusses devraient avoir le droit d'exprimer leur désaccord. Regrettez-vous les actions menées par votre administration ? Вы знаете, вся проблема состоит в том, что Vous savez, tout le problème, c'est que vous et moi n'avons pas la même vision de ce qui s'est passé au Bélarus en août dernier. Et malheureusement, aujourd'hui, les accusations mutuelles sont allées si loin que l'on ne peut plus revenir en arrière. Nous voyons les événements de l'an dernier avec des points de vue radicalement différents. Certes, peut-être que les autorités ont parfois agi de manière excessive, mais il s'agissait d'une réaction appropriée face à toutes les manifestations qui n'étaient pas pacifiques, mais violentes, qui ont eu lieu au Bélarus l'an dernier après l'élection présidentielle. En réalité, il y a eu une tentative de coup d'État. Donc les actions menées par les forces de l'ordre et les autorités ont été totalement appropriées et nécessaires. Le destin du pays était en jeu. Et quand il faut choisir entre le destin du pays et ces choses dont vous parlez, y compris les droits de l'homme, alors je suis sûr que les gouvernements, quel que soit le pays, optent pour le maintien de l'indépendance de l'État et de la souveraineté. Et c'est exactement ce que les autorités bélarusses ont fait. Mais avez-vous fait passer la souveraineté avant votre peuple ? Quelques 30 000 personnes ont été placées en détention depuis le début de la contestation. Des centaines sont encore derrière les barreaux aujourd'hui. Les Nations Unies ont appelé à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Pour autant, des manifestants continuent de défiler dans les rues, certes en étant moins nombreux. Le mouvement d'opposition n'a pas disparu. Comment envisagez-vous de sortir de cette crise ? Aujourd'hui, la situation au Bélarus est parfaitement normale. Elle s'est stabilisée et normalisée, et il n'y a pas ces manifestations dont vous parlez. Concernant ces individus qui ont été détenus par le passé, je peux vous assurer qu'ils l'étaient pour des crimes et violations de droits spécifiques. Par exemple, je ne pense pas que dans les pays de l'Union européenne, ces crimes de terrorisme seraient évalués différemment. Nous avons eu 8 cas de terrorisme liés à des incendies criminels contre des bâtiments, des attentats à la voiture piégée, etc. Nous avons eu 10 cas de blocage de voies ferrées et un très grand nombre de blocages de routes. Pensez-vous que tout cela est motivé politiquement ? Ou a-t-on clairement affaire à des violations de la législation spécifique de la République du Bélarus, s'agissant d'attaques contre des policiers et de menaces à l'encontre de proches de fonctionnaires et d'agents des forces de l'ordre, y compris à l'encontre de leurs enfants ? Tout cela est soumis à des sanctions pénales dans nos pays. Nous agissons au Bélarus comme le font les autres pays. Donc, il ne s'agit pas de personnes détenues de manière abusive.
Ceux qui ont été injustement détenus ont été libérés et sont en train de l'être. Quant aux autres détenus, ils sont poursuivis en justice et seront sanctionnés en vertu des lois de la République du Bélarus. Navré de vous interrompre. Donc vous dites que Katsiarina Andreeva et Daria Shultsova, les deux journalistes condamnés à 2 ans de prison pour avoir fait leur travail, Mikita Zalatarou, qui est âgé de 17 ans, Maria Kalesnikova, Victor Babariko et son fils Edouard Babariko, Yuri Siarei, Kirill Kazei, Ivan Tsahalka, la liste est longue. Selon vous, toutes ces personnes sont en prison parce qu'elles doivent y être, et non pour des raisons politiques. Nous ne représentons pas le pouvoir judiciaire ou la commission d'investigation, mais le ministère des Affaires étrangères. Donc, je ne peux pas m'exprimer sur chaque cas spécifique. Nous pouvons vous faire parvenir les informations pertinentes qui confirment les violations de la loi commises par ces individus en particulier. Je peux citer des noms. Monsieur Zenkovic, Monsieur Avturovic et Monsieur Olinevich sont détenus pour des actes spécifiques de terrorisme et pour un coup d'État sur lesquels c'est une honte que les médias et l'opinion publique occidentale ne se soient pas exprimés. Ce n'est pas un secret. Il y a à peine quelques jours, les forces spéciales de la République du Bélarus, en coopération avec les forces spéciales russes, ont déjoué un complot visant les autorités bélarusses qui prévoyait l'assassinat du chef de l'État et le renversement, l'internement, puis le meurtre de 30 membres du gouvernement. Pourquoi les Occidentaux ne parlent-ils pas de cela à l'opinion publique? Pourquoi l'opinion publique occidentale et les médias en Europe n'en parlent-ils pas? Почему об этом не говорит западное общественное мнение и средства массовой информации Европы? Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont dit que l'élection présidentielle de l'an dernier dans votre pays n'avait été ni libre ni équitable, et de nombreux pays occidentaux ne reconnaissent pas Alexandre Loukachenko en tant que président légitime du Bélarus. Quel est l'état des relations entre le Bélarus et ces pays occidentaux aujourd'hui? Oui, malheureusement, à ce stade, je dois admettre que nos relations avec l'Union européenne et les Occidentaux en général sont en crise, bien que nous ayons toujours considéré l'Union européenne, et nous la considérons toujours, comme notre deuxième partenaire économique et commercial, comme une source de technologie et d'innovation pour le Bélarus. Et croyez-moi, ces 5 dernières années, après la levée des sanctions contre le Bélarus, nous avons eu beaucoup plus de résultats que pendant les 15 années de sanctions à l'encontre du régime bélarusse. Tout le monde le reconnaît, dans le commerce et l'économie, dans les sphères humanitaires et dans les droits de l'homme, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'une organisation de défense des droits de l'homme, comme Freedom House, qui n'a pas de sympathie pour le Bélarus, a déclaré le 28 avril que l'idée d'un Bélarus plus démocratique est aujourd'hui une perspective encore plus lointaine qu'auparavant. Sachez que je suis d'accord avec cette conclusion. La seule question, c'est comment en est-on arrivé là? Pourquoi le Bélarus a-t-il ainsi été rétrogradé et à cause de qui? C'est une question rhétorique. Elle s'adresse en premier lieu à tous ces défenseurs des droits de l'homme en Europe. Le Bélarus d'Alexandre Loukachenko a encore des amis malgré tout, ou devrais-je dire un ami important, la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a reçu Alexandre Loukachenko la semaine dernière. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu de cette rencontre entre les deux dirigeants? Et autre question importante, la Russie est-elle votre dernier recours pour vous maintenir au pouvoir? La question n'est pas que la Russie aide le régime à rester au pouvoir, pas du tout. Notre relation avec la Russie est dictée par notre situation géographique et notre histoire.
La Russie est notre voisine. C'est un État puissant, à la fois économiquement et militairement. C'est un acteur géopolitique sur la scène internationale. Et cela explique la nécessité pour nous d'établir des relations normales, amicales avec cette puissance. De plus, nos relations sont anciennes et nous sommes liés depuis des siècles en raison de notre histoire par des relations humaines. C'est aussi quelque chose de très important. Et nous avons abouti, dans le cadre de l'union de la Russie et du Bélarus, à des droits quasiment équivalents pour les citoyens bélarusses et russes. Concernant nos relations avec la Russie, nous voulons renforcer ces relations. Tout d'abord d'un point de vue commercial et économique. Nous voulons garantir des droits équitables pour les entités économiques que représentent le Bélarus et la Russie dans le cadre de notre union. Lors de la rencontre que vous avez évoquée, nous avons discuté d'un renforcement de notre union, d'une plus grande intégration, du développement de la coopération industrielle, de prix égaux pour le gaz, les hydrocarbures, etc. Et bien entendu, étant donné que c'est un avantage pour les Bélarusses et que cela renforce sa souveraineté et son indépendance, nous avons l'intention d'aller plus loin dans les procédures d'intégration avec notre sœur et voisine, la Russie. De plus, je dois vous dire sans ambiguïté que les sanctions appliquées par l'Union européenne et les autres pays occidentaux contre le Bélarus ne font que contribuer à un renforcement encore plus important des processus d'intégration dans un cadre bilatéral, et d'ailleurs pas uniquement bilatéral, mais multilatéral, à l'échelle de tout l'espace post-soviétique. J'ai une dernière question. Désolée de vous interrompre. Brièvement, s'il vous plaît. Qu'envisagez-vous de faire pour restaurer la confiance au sein de votre population? Avez-vous un message à faire passer à la population du Bélarus? Si vous suiviez attentivement les événements au Bélarus, vous sauriez que ce message est délivré depuis longtemps à l'opinion publique. Dans le pays, un dialogue totalement inclusif et ouvert est mené dans l'objectif d'améliorer le processus constitutionnel et d'introduire des amendements à la Constitution. Tout le monde peut participer à ce processus. D'ici le 1er août, des propositions d'amendement à la Constitution seront préparées. Ils seront ensuite proposés à la discussion publique. Donc, tous ceux qui veulent participer à ce dialogue sont les bienvenus. Et pour nous, il n'y a qu'un dialogue fondé, non pas sur des tentatives de révolution ou de renversement du pouvoir par des manifestations dans les rues, mais sur le cadre juridique de notre pays qui peut réussir. Seul ce type de dialogue permet de réussir et d'avoir une véritable démocratie dans la République du Bélarus. Une démocratie qui n'est pas imposée par des pressions de l'extérieur, mais une démocratie qui mûrit dans l'esprit de ses citoyens. Je parie que beaucoup ne sont pas d'accord avec vous, en particulier les dirigeants de l'opposition qui sont en exil aujourd'hui. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Vladimir Makey, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour cette interview sur Euronews.